Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le sujet des illusions, en faisant parler Freud, Camus, Dagerman et bien d'autres. Et j'ai aussi décrit l'analyse comme un long voyage dont les étapes avancées voient chuter peu à peu un grand nombre de croyances et d'illusions. Aujourd'hui, je voudrais mettre en évidence les raisons qui poussent l'homme à faire siennes certaines croyances et à les défendre quoi qu'il en coûte. Si nous faisons un parallèle entre les principaux modes de fonctionnement de notre appareil psychique tel qu'il a été décrit par Freud, eh bien, nous avons d'une part un état de repos, un état de confort, de bien-être, le niveau le plus bas d'énergie psychique nécessaire. Si vous voulez, l'équivalent d'une ampoule basse consommation. Voilà, un lamentin évoluant paresseusement au fond de l'eau de la lagune. Ce que Freud nommait le principe de nirvana. Et puis d'un autre côté, eh bien, nous avons des fonctions qui requièrent un niveau d'énergie psychique élevé. C'est-à-dire que l'appareil effectue des tâches plus ou moins gourmandes en énergie, ce qui conduit à ressentir un état d'excitation, un état de tension et qui appelle donc une décharge pour un retour à l'inertie. Nous pourrions dire alors que la fonction première de la croyance est de nous plonger d'une façon plus ou moins constante dans l'état de repos, l'état d'inertie psychique ou presque. S'appuyer sur une croyance, c'est en effet comme s'asseoir sur un banc au cours d'une randonnée. Considérer ce banc comme un lieu de tranquillité sur lequel on se sent rassuré, contrairement au parcours de la randonnée plein d'efforts et de dangers potentiels. Question. Le banc. Le banc nous apparaît-il toujours assez solide pour assurer sa fonction sans un entretien régulier, sans une espèce de mise à l'épreuve? Eh bien, poser cette question, c'est poser la question du destin des croyances, ou plutôt de leur destin possible, au pluriel. À savoir qu'une croyance peut être irréfragable, inscrite en nous comme par évidence, par l'éducation, la transmission, le façonnage de notre personnalité tout entière. Rien ne saurait l'atteindre. Elle est alors présente dans la vie comme une béquille familière, puisqu'elle est présente depuis toujours en nous. Une béquille indispensable et sans laquelle l'inquiétude viendrait nous habiter. Il arrive aussi qu'une croyance soit remise en question. Par exemple, à l'occasion d'expériences de vie qui rendent sa solidité douteuse et entament alors notre confiance en elle. Il se produit alors souvent un déplacement, parce que pour demeurer dans un état de paisibilité, eh bien nous devons très rapidement trouver une nouvelle béquille sur laquelle nous pourrons à nouveau nous appuyer en toute confiance. Et puis il arrive enfin qu'à la suite de la mise en œuvre de la tâche harassante qui consiste à penser, à peser, à critiquer, à douter, eh bien nous éclairions si crûment la fonction de la croyance en général que nous entamons alors un travail de déconstruction de nos croyances. Nous déchirons le voile qui habillait nos illusions, nous démontons des systèmes et nous abandonnons des valeurs. Alors, nous apercevant en conscience de la fonction de leurre des croyances et des illusions, nous acceptons de vivre sans elles. Évidemment, nous voilà aussitôt confrontés aux affres de la condition humaine. Nous ressentons cet état d'inconfort provoqué par l'absence de la prothèse habituelle.
il nous faut inscrire dans notre corps et dans notre psyché cette nouvelle posture, en quelque sorte. Il nous faut nous habituer suffisamment longtemps à l'absence de soutien, jusqu'à trouver dans cette absence un paysage de vie certes plus tourmenté, mais combien plus vaste. Rainer Maria Rilke l'écrivait dans l'une de ses lettres à un jeune poète. Si l'on se figure l'existence de l'individu comme une pièce plus ou moins grande, on voit que pour la plupart, les gens n'apprennent à connaître qu'un coin de leur pièce, une place à la fenêtre, une bande sur laquelle ils vont et ils viennent. Ainsi trouvent-ils une certaine sécurité. Et pourtant elle est tellement plus humaine, cette insécurité pleine de dangers qui, dans les histoires d'Edgar Poe, pousse les prisonniers à palper les formes de leurs terrifiants cachots et à n'être pas étrangers aux plus indicibles effrois de leur séjour. Nous pourrions alors nous demander si, parmi les résistances principales à la psychanalyse, de même que parmi les raisons d'un abandon précoce lors d'une analyse, ne figurerait pas le rejet de l'inconfort procuré par le travail psychique qu'implique une analyse. Remettre en question nos croyances, faire fonctionner notre esprit critique, douter de toutes nos certitudes, voilà qui s'avère énormément consommateur d'énergie et donc source de malaise. Autant permettre à la pensée de paresser durablement là où le travail psychique de la mise en doute implique davantage d'efforts que de réconfort. On pourrait le dire d'une façon plus abrupte. Se soumettre au principe d'économie préserve de l'angoisse, s'en libérer nous y confronte. Vous voyez, ce ne sont pas tant les prétentions thérapeutiques de la psychanalyse qui font fracture entre ce qu'on appelle les obédiences. Je crois que ce sont plutôt les différences relatives à la conception même de la cure et de son objet. Parce que, pour prendre un exemple, qu'un patient choisissent de mettre un terme à son analyse parce qu'il va mieux, ma foi, c'est son arrangement, il est libre et il est enfin temps pour lui de vivre, alors allez, qu'il vive. Seulement, je reconnais que le plus intéressant, pour ma part, dans le parcours analytique, le plus intéressant n'est pas dans cette phase d'arrangement adaptatif. Le plus riche, le plus stimulant intellectuellement, c'est le chemin qui vient après cette étape-là, c'est-à-dire après cette étape finalement du mieux-être ou parfois de la guérison. C'est l'au-delà de l'effet thérapeutique primitivement attendu. Ce que je trouve passionnant, c'est d'explorer ensuite avec l'analysant les énigmes de toute condition humaine, c'est-à-dire ce qui touche à son fonctionnement existentiel. Et pour cette exploration-là, qui nous conduit sur le terrain de la philosophie, eh bien le sujet utilise des mots simples, bien loin du vocabulaire absconce parlé entre les psychanalystes. Et quant aux métaphores par lesquelles je laisse parfois filer une interprétation, eh bien il me semble qu'elles sont également faites d'un matériau
aisément compréhensible. Après, que la philosophie, le cinéma, la littérature, les arts en général s'invitent dans l'exploration, ça contribue évidemment à enrichir encore davantage l'analyse, hein, à la rendre toujours plus vivante, même si le but n'est pas de se perdre en exégèse sur telle ou telle œuvre. Hein. Le but, c'est de s'appuyer sur les créations humaines pour avancer sur un sol plus ferme, pour élargir le chemin à l'aide de ce qu'elles éclairent à l'intérieur de nous. Et ça, à mon sens, c'est la plus belle manne de l'analyse.